29 mai 2012, dans une rue de Montréal. Il est environ 9 h du soir, quand le gardien de l'immeuble descend ses poubelles dans la ruelle derrière l'immeuble. C'est là qu'il remarque une chose étrange. Il y a une vieille valise dans les ordures. Mais ce n'est pas ce qui choque. En réalité, la valise est fermée par un cadenas. Et c'est ça qui est un peu bizarre. Qui fermerait une valise avec un cadenas? C'est chelou, non? Le gardien s'approche alors, intrigué par la situation. C'est là qu'il voit des verres sortir de la valise. Poussé par la curiosité, le gardien va tenter de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la valise. C'est là qu'il découvrira l'horreur. J'espère que t'es bien installé et que tu as tes petits popcorn. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets, la série dans laquelle on traite uniquement d'affaires réelles et vraiment mystérieuses. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une des histoires les plus glauques que j'ai pu étudier pour la chaîne. Pleine de rebondissements et surtout elle a pris une proportion internationale. La personne ayant commis les crimes est devenue instantanément l'une des personnes les plus recherchées dans le monde. Mais à ce moment-là, elle n'était pas à son coup d'essai. Non, elle avait déjà fait ça plusieurs fois. Ensemble, nous allons donc remonter toute cette affaire, comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise, pourquoi il y avait des verres qui sortaient de cette valise, pourquoi est-ce qu'elle était cadenassée, qu'est-ce qui s'est passé et surtout quels sont tous les secrets sur cette affaire. D'où le nom de la série, Secrets, secret, t'as capté? Bref, installe-toi, prends ta pizza, let's go. Bienvenue dans Secrets. Et petite nouveauté, si l'une des affaires ne t'intéresse pas, oublie pas que tu peux passer à la prochaine grâce au nouveau système de chapitres présent sur la vidéo. Bref, bienvenue dans Secrets. L'affaire Luca Rocco Magnetta. Messieurs, dames, bonsoir. Comment est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes bien installés? Parce que là, on est parti. Et on va sans plus attendre attaquer avec le vif du sujet. Je me permets juste de faire une petite piqûre de rappel, mais si tu veux que je vienne chez toi, c'est possible. Voilà, premier degré, c'est possible que je vienne chez toi, là, sonner devant ta porte et qu'on fasse des vidéos ensemble, qu'on chill, etc. Tout ce que tu vas faire, c'est très simple. Commander n'importe quel vêtement de ma toute nouvelle collection de vêtements. Et je prendrai 50 personnes au hasard qui commandent un vêtement maintenant. Et j'irai ensuite directement livrer le vêtement chez vous. C'est incroyable ou pas? Donc voilà, fais-toi plaisir, le lien entre première ligne de description. C'est un petit événement qu'on a fait avec la nouvelle sortie de ma collection de vêtements, donc ça me fait plaisir. Bref, assez rigolé. Commençons avec cette affaire mystérieuse. Chapitre 1. One Boy, Two Kittens. Tout commence en 2010. Sur YouTube, une vidéo sort et cette vidéo-là va faire instantanément le buzz. La vidéo publiée sur YouTube s'appelle One Boy, Two Kittens. Comme je vous l'ai dit, cette vidéo a fait un carton. Mais je vous rassure, je vais pas vous montrer pourquoi cette vidéo est extrêmement choquante parce que sinon vous allez vous-même plus dormir cette nuit. Par contre, je vais vous expliquer, t'inquiète pas. En gros, les deux chatons que vous voyez au début de la vidéo vont tout simplement mourir. Car ce garçon, que l'on voit de dos durant la vidéo, va enfermer les chatons dans un sac et les priver d'air. C'est tout simplement horrible, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est le rapport avec l'affaire qu'on a vue au début de la vidéo, hein? Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Vous inquiétez pas, on va y venir gentiment. Vous allez voir que cette enquête est vraiment particulièrement intéressante. Cette vidéo bizarre a été postée par un certain Yon Lee Wish. C'est son pseudo. Ce qui a été très clairement pris comme de la provocation par beaucoup de personnes. Et ces personnes se sont regroupées sur les réseaux sociaux pour le retrouver. Il y a donc une sorte de petite chasse qui a été organisée pour retrouver qui a fait cette vidéo et qui a maltraité ses chats comme ça. Première traque. De nombreux groupes Facebook ont alors été créés pour retrouver ce tueur de chatons. Et pour cela, des analyses de la vidéo ont été faites. On a donc appris quelques indices. D'abord, la vidéo a été tournée dans une petite chambre. Et il y aurait pas mal d'indices pour identifier le lieu où se trouvait le jeune homme de la vidéo. Autre élément intéressant, on entend des voix dans le fond de la vidéo. Après des recherches, ce serait du russe. Mais il y a un problème. À un moment, les voix s'arrêtent brusquement. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que c'est une mise en scène? Malheureusement, oui. La vidéo est une mise en scène et le mec nous a complètement berné. Alors je vous rassure pas, il a bel et bien tué ces deux chats. Par contre le mec s'est vraiment foutu de la gueule de la police. En gros, il a fait passer une vidéo en boucle en fond et qui faisait genre qu'il était en Russie. Alors que pas du tout, c'était juste une publicité russe qui passait en boucle dans le fond. En fait, les voix en russe, c'était un enregistrement d'une série humoristique russe. Le gars avait sans doute prévu son coup et voulait brouiller les pistes. Mais ça n'a découragé personne. Peu après la première vidéo, il en a sorti une deuxième, aussi horrible que la première. C'est la suite de la première vidéo où il joue avec les deux chatons morts. À la fin de la vidéo, il y a une photo de lui. On le voit le visage flouté. Il a vraiment pas l'air bien votre pote, hein, on est d'accord. Cette photo est vraiment perçue par la police en mode « il se fout de notre gueule ». Il nous envoie une photo en mode « vous me retrouverez jamais ». C'est vraiment hautain. Cependant, d'autres indices sont découverts. Et ceux-ci, ils ne mentent pas. On voit un paquet de cigarettes dans la vidéo.
Et ce genre de paquet avec cette marque est surtout vendu en Amérique du Nord. Mais il peut s'agir d'une contrefaçon. Ce n'est pas ce paquet de cigarettes qui a vraiment indiqué où il est réellement. Non, c'est l'aspirateur jaune. Cette marque n'est vendue qu'en Amérique du Nord. 3 pays sont donc possibles, le Mexique, les États-Unis et le Canada. Là, on arrive donc un petit peu à affiner la recherche. On arrive peut-être à se dire, ok, ce mec un petit peu fou, ce mec un peu psychopathe, habite certainement là, au Canada, ou au Mexique, ou aux États-Unis. C'est déjà pas mal en vrai, c'est un bon début. Mais je sais, là t'as toujours pas compris quel est le lien avec la valise qu'on a vu au début de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle un meurtrier? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait des choses ensuite sur des humains? Vous allez voir. Spoil, c'est choquant. Désolé, mais en même temps c'est le but de ces vidéos, tu vois, c'est qu'on est là, on est posé et on regarde des trucs qui nous retournent le cerveau. J'adore ça dans cette série, putain. Au même moment, une association de lutte contre la violence animale a même lancé une récompense pour le retrouver. Quelques temps après la sortie des 2 vidéos, quelques membres du groupe Facebook ont reçu un message privé sur Facebook qui disait en gros « Celui que vous cherchez s'appelle Luca Magnotta ». Bizarre. En effet, il semblerait qu'un informateur anonyme ait informé des gens pour leur dire « Bonjour, celui que vous recherchez s'appelle Luca Magnotta ». Est-ce que c'est une balance? Est-ce que c'est une fausse piste? Vous allez voir. Des recherches sont faites et on découvre enfin que ce jeune homme habite à Toronto, au Canada. Son adresse exacte a été retrouvée grâce à une photo de lui. Il s'agit bien sûr ici de la photo à droite. C'est ce mec-là. La police de Toronto est donc immédiatement prévenue. Les autorités se sont rendues chez lui et ont été très surprises de voir qu'une autre personne habitait dans l'appartement. En fait oui, Luca Magnotta a bien vécu dans cet appartement, selon les inspecteurs qui sont rendus sur les lieux. Il aurait déménagé en Russie, en revanche récemment. C'est une moyennement fausse piste. En gros, la police est bien arrivée là-bas, ils ont été enquêtés, etc. Sauf qu'il n'y avait plus personne. Luca Magnotta n'était plus là-bas. Il a apparemment déménagé en Russie. Ça complique les choses. Beaucoup, même. Le garçon, ce soi-disant Luca Magnotta, n'a plus donné de signe de vie pendant quelques temps. Et les enquêteurs se sont lassés. La plupart ont quitté les groupes où ne sont restées que les personnes qui étaient vraiment motivées à le retrouver. Sauf que c'est là qu'il va recommencer. Quelques mois après les 2 premières vidéos, une autre vidéo est sortie, où un chaton est noyé dans une baignoire. Une seconde vidéo sort très vite après, où un chat est donné à manger à un python. C'est de pire en pire, et c'est pas tout. Les vidéos ont été publiées sous le nom d'une victime, de 2 tueurs en série. Victime qui est morte comme le premier chaton de cette série de vidéos, noyé. Donc là déjà c'est bizarre. Le mec publie 2 vidéos, et dans la première vidéo, il y a un chaton qui se fait noyer. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que le titre de la vidéo, c'est le titre d'une victime, donc d'un humain qui est mort, noyé également. Là ça devient bizarre là. Là ça devient vraiment bizarre, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un lien entre ces 2 meurtres? Je sais pas. L'enquête reprend rapidement. Lucas est signalé à Londres dans un hôtel. Un journaliste s'y rend en caméra cachée pour l'interroger. Il affirme qu'il n'est pas l'auteur des vidéos, malgré qu'il ressemble au mec. Mais quelques jours plus tard, le journaliste qui l'a interrogé a reçu un mail. La personne reprend encore une fois l'identité d'une personne assassinée. Dans ce mail, il annonce clairement que la prochaine fois, il s'en prendra à des humains. Il a clairement dit qu'il tuerait quelqu'un. Des groupes ont alors fait remonter l'information, mais personne ne les a crus. Ok, donc le mec explique à un gars qui fait des interviews qu'il va se mettre à tuer. C'est vraiment choquant, mais est-ce qu'il va vraiment le faire, hein? Ouais, je sais que t'es captivé là. Là, je sais que tu kiffes l'affaire, elle est incroyable, mais c'est que le début. Regardez bien ce qui va se passer après. One lunatic, one I speak. Le 25 mai 2012, une vidéo sort sur un site de vidéo gore. On y voit un jeune homme attaché et un autre qui se penche sur lui avec un pic à glace. Je ne parlerai pas du reste de la vidéo, qui est traumatisante. Le jeune homme meurt et le meurtrier mutile son corps de façon affreuse. Dans les groupes, ça s'affole. Les gens sont sûrs qu'il s'agit du même garçon que les vidéos de chat, ce Luca Magnotta. Des recherches sont de nouveau lancées. Les autorités canadiennes sont prévenues mais ne donnent aucune nouvelle. Tout le monde attend des nouvelles. Mais certaines personnes, persuadées qu'il s'agit de Luca, font des recherches. Et grâce à une vidéo où il s'affiche sur de nombreuses photos, ils arrivent à le situer à Montréal. Mais toujours aucune nouvelle. C'est bizarre, d'un côté on pense qu'il est en Russie, d'un autre côté on croit qu'il est à Montréal. C'est qui ce gars? Et qu'est-ce qu'il fait? Cette fois-ci en tout cas ça devient presque sûr. Le mec est pas juste un meurtrier à chat, rien que ça déjà c'est énorme, hein. Le mec est également un meurtrier à humain. Bordel, une découverte macabre. C'est là qu'on revient donc au début de notre vidéo. Rappelez-vous, la valise. Ouais, je sais, tu l'avais presque oublié cette valise, hein. Il fallait bien qu'on y revienne à un moment donné. Le gardien d'un immeuble, à Montréal, découvre alors une valise dans les ordures. Il va alors immédiatement appeler la police. La police arrive très vite et un périmètre de sécurité est installé. L'odeur autour de la valise est immonde. Les experts scientifiques l'ouvrent et découvrent une chose affreuse. À l'intérieur de la valise, il y a un buste humain perforé de partout. Les médias apprennent rapidement la nouvelle et se précipitent sur les lieux.
lieu. Encore une fois, beaucoup de personnes essaient de prévenir qu'il s'agit de Lucas, mais encore une fois, personne les a cru. Parce que oui, en fait à ce moment-là, tout le monde croit que c'est un crime qui n'a rien à voir avec Lucas, le mec qui tuait des chats. Tu vois, les gens se disent ok, c'est un mec qui n'a rien à voir, c'est un autre gars. Ils prennent pas vraiment au sérieux Lucas, malheureusement. 33 sacs poubelles sont retrouvés derrière la valise. Une fouille est donc organisée dans l'un des sacs. On y découvre un t-shirt jaune, un chiot mort, des couvertures pleines de sang et un reçu de pharmacie au nom de Luca Magnotta. À ce moment-là de l'enquête, la juge d'instruction pense qu'il s'agit bien du corps de Luca Magnotta. Donc là, on a un peu deux théories. Soit il s'agit de son corps, donc du corps du criminel en fait, qui est littéralement là dans cette valise, soit il s'agit d'un corps d'une de ses victimes. Il y a deux options. Et on va rapidement savoir à qui appartenait ce corps, vous inquiétez pas. Mais là, je sais que ça fait plusieurs fois que je parle du nom de Luca Magnotta. Et je suppose que tu as envie de savoir, mais qui est Luca Magnotta? Eh bien, on va y venir. Luca Magnotta s'appelle en fait Eric Clinton Kirk Newman. Il est né en 1982 et est élevé par sa mère, car son père est absent. Très vite, il souhaite devenir acteur et mannequin. Mais une chose va venir terminer sa carrière. Son nom est rapidement associé à celui de Karla Homolka, la femme la plus détestée du Canada. Mais il jure ne jamais l'avoir connue. Il devient alors acteur pornographique et se prend clairement pour une star. Bref, c'est un m'as-tu vu. Comme beaucoup l'auraient vu faire des vidéos sur les chatons, il aurait donc peut-être été assassiné. Et c'est pour ça que ça aurait peut-être pu être son corps dans la valise. La fouille va alors continuer et l'enquête va démarrer pour retrouver à qui appartenait ce corps et qu'est-ce que c'est que ce bordel. Nouveau chapitre, début de l'enquête approfondie. Premier élément qu'on apprend et qui est très intéressant, on apprend que l'appartement 208, donc l'appartement au-dessus de là où il y avait les poubelles, est celui de Luca Magnotta. Le mec habitait là. Quelle coïncidence, hein? L'appartement est visité sans mandat, donc pas de fouille profonde, mais l'appartement est nickel, même s'il y a une odeur de produits chimiques. On retrouve également des caméras de surveillance à l'arrière de l'immeuble, et on y trouve des images assez étranges, qui datent du matin du 25 mai. Pour information, le 25 mai, c'est donc 4 jours avant qu'on découvre le corps. Bref, voici ce que les caméras de surveillance ont filmé. Regardons bien. On y voit donc Luca Magnotta qui jette des trucs. Enfin, je pense que c'est lui, hein, qui jette des trucs dans la poubelle. Je sais pas si c'est lui, mais je pense que c'est bien Lucas, oui. Il arrive et il jette encore d'autres choses dans la poubelle. Il a l'air vraiment très calme. Et il arrive et il jette encore d'autres choses. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs, putain? Là, on voit quelqu'un d'autre qui prend les poubelles. C'est vraiment chelou. C'est vraiment chelou. Sur les caméras, on y voit donc un jeune homme qui fait des allers-retours pour jeter des choses à la poubelle. Ce jeune homme porte le même t-shirt jaune retrouvé dans la poubelle. Mais dans tout ça, il y a deux choses qui vont pas. Déjà, au moment où les caméras de surveillance ont filmé ça, il est 2h47 du matin. Qui fait son ménage à cette heure-là, hein? En plus de ça, en 2 heures, il a fait plus de 20 voyages entre les poubelles et son appartement. C'est bizarre également, hein? Pourquoi est-ce qu'il avait autant de choses à ranger? C'est trop chelou. Le reste des sacs poubelles est fouillé. On découvre un tournevis qui a été peint pour ressembler à un pic à glace, un couteau souillé de sang, une scie électrique, etc. Et surtout, bien sûr, dans les poubelles, on commence à retrouver des morceaux de corps humain. Mais par contre, on retrouve pas les mains, ni les pieds. Retenez bien ça, pour le moment, on ne retrouve pas les mains et les pieds. C'est là qu'on va aborder un chapitre que personne a vu venir. Un colis provocateur. Le 29 mai 2012, à 18h, alors que la police est occupée sur l'affaire du crime, le parti conservateur à Ottawa reçoit un colis étrange. À l'intérieur, il retrouve un pied gauche, enveloppé dans du papier de soie rose. Immédiatement, des recherches sur la provenance du paquet sont lancées. Il faut savoir très vite d'où il vient et qui l'a envoyé. Grâce au sceau de la poste, ils savent qu'il a été déposé dans une pharmacie, qui fait aussi bureau de poste. Le gérant de la pharmacie prévient les enquêteurs qu'il n'y avait pas un, mais 2 colis. Heureusement, le deuxième paquet a été intercepté. Il contenait une main et avait été envoyé au Parti libéral du Canada. Les caméras de surveillance de la pharmacie sont analysées. On découvre non seulement le visage du suspect, mais aussi son identité. Il s'agit de Luca Rocco Magnotta. Lui, qu'on croyait mort, assassiné, est devenu alors le principal suspect. Mais alors du coup, si c'était pas lui dans la valise, qui est la victime, bordel? Là, ça devient intéressant, hein. Les enquêteurs doivent analyser la vidéo du meurtre postée sur internet. Mais la seule chose qu'on peut déterminer grâce à cette vidéo, c'est que la victime est un jeune homme asiatique d'une trentaine d'années. Les vidéos de surveillance de l'entrée de l'immeuble où habitait Magnotta sont prises et également regardées. Là, on retrouve des choses. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on dirait que c'est Luca Magnotta qui sort. Il sort de son immeuble.
puis il rentre. Cette vidéo a été prise le 24 mai au soir, à 22h17. On y voit clairement Lucas ramenant sa future victime chez lui. Et le t-shirt jaune appartenait en fait à sa victime. Vous savez, le fameux t-shirt jaune qu'on a retrouvé dans la poubelle. Des recherches sont faites aux personnes disparues. Et il y a eu une correspondance. Junlin, un de ses amis, confirmera qu'il s'agissait bien de lui. Junlin avait 30 ans et venait de Chine. Il avait toujours caché son homosexualité et était venu au Canada pour vivre libre et continuer ses études. Mais comment Lucas a-t-il contacté Junlin? Eh bien regardez parce que c'est vraiment sombre. Le matin même du meurtre, Lucas a posté une annonce sur un site de rencontre. Il a écrit qu'il cherchait un mec sexy pour faire une vidéo. Sur les caméras de surveillance, on voit Lucas sortir habillé avec le t-shirt de sa victime. Il revient quelques minutes plus tard avec un sac en plastique. Il a sans doute été acheté de quoi nettoyer à fond son appartement. Le corps de Junlin est aussi analysé. Des traces de sédatifs ont été retrouvées dans son sang, mais aussi dans la bouteille de vin retrouvée sur une des tables dans l'appartement. Enfin, les policiers ont un mandat pour perquisitionner et fouiller l'appartement. Toutes les pièces sont passées au luminol, un produit qui réagit fortement à la présence du sang. Et du sang, il y en a beaucoup. Le 26 mai au matin, on voit Lucas Magnotta quitter son immeuble avec une valise. Un mandat d'arrêt international est donc lancé contre lui. C'est à ce moment-là que Lucas devient recherché dans le monde entier et le mec continue à fuir. Lucas est donc en fuite et c'est un maître du déguisement. Les autorités prennent contact avec l'aéroport de Montréal et il est reconnu sur les caméras de surveillance. Il porte un t-shirt à l'effigie de Mickey et une perruque brune. Tout indique qu'il est parti pour Paris. Les autorités françaises sont contactées. Une brigade est mobilisée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Lucas est arrivé en France le 27 mai vers 13h. Il y avait une attitude parfaitement normale. Il a pris un taxi pour se rendre à un hôtel où il a réservé une chambre pour une nuit. Mais il n'y dormira pas. Il dormira chez un homme pendant la première nuit, qui le trouvera très poli et assez réservé. Le 29 mai, on ignore s'il se trouve toujours en France, mais on retrouvera sa trace à un distributeur près de la place de Clichy, où il retire de l'argent. Apparemment, le mec est toujours à Paris. Tous les hôtels autour de la place sont fouillés, mais il n'est toujours pas retrouvé. À ce moment-là, Lucas fait la une de tous les médias. Il sait qu'il est recherché, et il se cache peut-être. Beaucoup de signalements sont donnés, mais tous sont faux, après vérification de la police. On retrouve alors sa trace dans un hôtel près de Porte de Bagnolet. C'est un endroit assez miteux, mais encore une fois, la police le rate de peu. Il a laissé sur place son t-shirt Mickey, et sa carte étudiant est retrouvée dans les toilettes de la chambre. Pour les autorités, il s'est mis en cavale, et a sans doute changé d'identité. C'est là qu'on arrive enfin à l'arrestation du frérot. Lundi 4 juin 2012. Un peu avant midi, Lucas se rend dans un cybercafé. Le gérant pense le reconnaître, mais il a des doutes. En faisant le ménage, il remarque que Lucas regarde son propre profil sur le site d'Interpol. Là, il est certain que c'est bien Lucas Magnotta, maintenant surnommé le Dépecteur de Montréal. Le gérant avertit une première fois la police, puis il arrête une voiture de police dans la rue. Il est finalement arrêté vers 13h30, alors qu'une dizaine de policiers foncent vers lui. Il ne peut pas fuir. Il donnera d'abord une fausse identité avant de se rendre. Et nous avons des images de son arrestation. Regardez ça. Aucun vol commercial n'accepte Lucas à bord, mais il doit être extradé rapidement. Il est donc ramené au Canada par un avion de l'armée canadienne et une escorte de malades. Il est accusé de meurtre prémédité, d'outrage à cadavre, de publication de matériel obscène, d'envoi par la poste de matériel obscène et de harcèlement criminel. Pendant ses premiers interrogatoires, il reste donc silencieux. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Non, on va retrouver peu à peu des trucs vraiment passionnants. D'abord, amorçons le prochain chapitre, le chapitre Manny. Qui est Manny, hein? je sais, tu comprends rien à ce moment-là. Lucas se serait beaucoup confié à sa mère et à son psychologue. Il parlait d'un certain Manny, un client qui serait devenu son bourreau, bien avant les vidéos avec les chatons. Apparemment, Lucas avait très peur de cet homme. Un an et demi avant le meurtre, il a été retrouvé sur une plage, battu et drogué. Ce serait ce fameux Manny qui l'aurait forcé à tuer les chatons. Pour ce qui est du meurtre de Junlin, il aurait aussi été orchestré par Manny. Lucas rencontrait Junlin juste pour avoir des relations sexuelles avec lui. Mais Manny lui aurait d'abord demandé des vidéos. Lucas n'était pas chaud, mais ça ne dérangeait pas Junlin. Il n'a jamais vraiment parlé du meurtre en lui-même, mais il a dit que Manny les observait et qu'il harcelait Lucas au téléphone pour lui donner des ordres. C'est à cause de ça qu'il a tué Junlin. Il aurait ensuite donné les vidéos à Manny, qui les aurait diffusées sur internet. C'est bizarre, hein? Il raconte qu'il y a une espèce d'autre homme qui le forçait à faire tout ça. C'est chelou. Mais attendez, on peut facilement remettre cette version au doute. Il y a une chose que je vous ai pas dite sur Lucas Magnotta. Il adorait les vieux films, et il en était fan. Il avait offert à sa mère un porte-clés avec l'affiche du film Basic Instinct. Et c'est là que quelque chose cloche.
Une des fausses identités de Luca Magnotta est Kurt Trammell, l'héroïne du film Basic Instinct, jouée par Sharon Stone. Et la vidéo du crime ressemble beaucoup à une scène du film, où le personnage de Sharon Stone tue son amant avec un pic à glace. Et vous savez quoi? L'ex-violent de ce personnage s'appelle Manny. Du coup, ce Manny est-il réel ou juste un alibi qu'il s'est fait? Luca était un jeune homme très influencé par la pop culture. Lui-même se prenait pour une star. Après les recherches effectuées par la police, Luca n'a jamais reçu d'appel ce soir-là. Et il n'y a aucune preuve de l'existence de ce Manny. Cela prouve que tous ses plans remontaient à très loin et que tout ce qu'il a fait, il l'avait prémédité. Je suppose que bien sûr, t'as envie de savoir son procès, de connaître comment ça s'est terminé, qu'est-ce qui s'est passé. Bouge pas. J'ai toutes les informations à rien que pour toi. Les audiences préliminaires commencent le 11 mars 2013 et durent 11 jours. La préméditation de Luca dans toute l'affaire est retenue. Son procès commence le 29 septembre 2014 à Montréal. Le père de Junlin est présent. Il a quitté son emploi pour venir. Au départ, Luca reconnaît avoir tué Junlin, mais il plaide non coupable. Il dit ne pas avoir été responsable de ses actes au moment des faits. La défense veut jouer la carte de l'aliénation mentale à cause de la schizophrénie dont souffre Luca. Luca est vu et examiné par un psychiatre et selon lui, Luca était en pleine crise lorsqu'il a tué Junlin. Le père de Luca lui-même témoignera que l'enfance du meurtrier a été difficile. Les délibérations à la fin du procès durent 8 jours. Luca est finalement condamné pour tout ce dont on l'accuse. Il est condamné à perpétuité, avec 25 ans de sûreté. Il fait appel en janvier 2015, mais il laisse rapidement tomber. Très vite, un fan club se monte, surtout des femmes amoureuses de lui pour que la justice le laisse sortir de prison. Je sais pas comment c'est possible, c'est bon ou pas? En 2015, il s'inscrit sur un site de rencontre pour détenus. Il l'enlève quelques temps plus tard, disant avoir trouvé son prince charmant. En 2017, il se marie. En 2020, sa mère demande sa libération à cause du Covid-19. Début 2022, Luca demande à être mis en prison de sécurité moyenne au lieu de maximale. La demande est refusée. Aujourd'hui, Luca est toujours en prison. L'histoire choquante de cette youtubeuse a fait beaucoup de bruit. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Amanda Cerny a 26 millions d'abonnés sur Instagram. Et au fur et à mesure de cette histoire, elle a aussi créé 2 chaînes YouTube. Elle a commencé à percer à l'époque de Vine, et c'est sur Vine qu'elle rencontre Lily Pons. Et notez bien ce nom-là, parce que ça va être très important pour la suite. Lily Pons. Lily Pons a commencé à percer sur Vine. Avant de percer sur YouTube. Elle a 16 millions d'abonnés actuellement et plus de 40 millions sur Instagram. C'est une chanteuse et auteure connue aux États-Unis. Tu l'as bien sûr compris, mais Lily et Amanda sont devenues relativement proches et sont même devenues potes. Avant qu'ils deviennent potes, tout allait très bien dans la vie d'Amanda. Elle n'avait pas encore ses 2 chaînes YouTube à ce moment-là, mais son Instagram marchait très bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Lily et Amanda vont même finir par être voisines. Genre vraiment, ils vivent à côté. C'est trop cool, non? Imagine t'habites genre à côté de ta meilleure pote, c'est une dinguerie. Rien ne pourrait mal tourner, évidemment. Mais des choses bizarres ont commencé à arriver. Quand les photos d'Amanda ont commencé à disparaître sur son Instagram. C'était que des photos qui l'ont aidé à percer et qui l'ont aidé à devenir populaire. Elle n'a pas compris pourquoi. Lily l'a alors conseillé d'aller demander à Instagram pourquoi certaines photos de son compte se faisaient supprimer. C'est un peu bizarre non que des photos d'un compte à presque 26 millions d'abonnés se fassent supprimer comme ça. Mais Amanda n'a eu aucune réponse sur ces mystérieuses disparitions. Les 2 filles ont demandé à leurs abonnés s'ils avaient eu des bugs, mais personne n'en avait. Amanda trouvait ça très bizarre. Plus tard, le temps passe et Amanda va créer sa propre chaîne YouTube. Elle était très motivée et tenait beaucoup à son projet. Elle avait écrit un beau script et avait invité plein de youtubeurs à participer à sa première vidéo. Elle a fait une super vidéo pour ouvrir sa chaîne. Mais lorsque Amanda a publié sa vidéo, elle a été supprimée 5 minutes après sa mise en ligne. Là, ça devient un petit peu bizarre, tu vois. Parce qu'on a de 1, des photos mystérieuses sur Instagram qui sont supprimées depuis son compte, et de 2, sa première vidéo YouTube qui se fait supprimer alors qu'il y avait absolument rien d'étrange. Là, tu vois, elle commence un peu à se vénère. Là, elle commence à se dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est à mes trousses? Est-ce que j'ai fait quelque chose de faux? Est-ce que je cache quelque chose d'étrange? En effet, vous allez voir que quelque chose de bien plus sombre se cache derrière tout ça. Bien sûr, Amanda ne s'est pas laissé faire et elle a republié sa vidéo. Mais, encore une fois sans surprise, sa vidéo a encore été supprimée. À nouveau, Amanda ne comprend pas. Tout a l'air contre elle. Elle se dit qu'il y a peut-être un hacker qui possède le contrôle de son ordinateur ou un truc du style. Tout le monde va alors se poser la question à ce moment-là, mais qui supprime les vidéos de Amanda et qui supprime les posts de cette meuf? Bref, qui fait tout ça? Ça n'a aucun sens. Quelques jours plus tard, il y a une grande soirée organisée par YouTube. Amanda a certainement été invitée par Lily, vu qu'elle commençait tout juste sur YouTube et qu'elle ne pouvait pas publier de vidéo. D'ailleurs, c'est à cette soirée-là qu'elles ont croisé quelqu'un d'important qui travaillait chez YouTube. Et oui,
ils l'ont directement posé ces questions. Pourquoi les vidéos de Amanda se font supprimer? Amanda a voulu le voir pour demander ce qui se passait avec son compte. La personne lui a dit que c'était bizarre. Il est allé se renseigner et est revenu la voir pendant la soirée. Il a dit que YouTube n'y était pour rien, ils n'ont rien supprimé. Ces vidéos ont été enlevées de sa chaîne. Amanda répond donc que c'est impossible, parce que elle n'a pas supprimé ses propres vidéos, et pourtant le mec qui travaille chez YouTube lui donne la preuve que la vidéo a été retirée manuellement depuis le PC de Amanda. Et là ça devient bizarre, parce que là on réalise qu'en fait il y a quelqu'un qui utilise l'ordinateur de Amanda. Qui fait ça, bordel? Ou alors tout simplement que quelqu'un s'est infiltré dans son PC, c'est vraiment bizarre. Sa meilleure pote, Lily, la rassure en lui disant que c'est peut-être juste un bug de YouTube et que YouTube veut pas forcément l'assumer. Alors ils disent juste ouais, c'est quelqu'un qui l'a supprimé, ou alors ils essaient de se dédouaner de tout ça finalement. Sa meilleure pote lui propose aussi de peut-être remettre la vidéo quelques temps plus tard, histoire de voir si le bug est résolu. Quelques jours passent. Des photos continuent de disparaître de l'Instagram d'Amanda. Amanda a dit à Lélé qu'elle allait envoyer un mail à Instagram parce que ce n'était pas normal. Elle l'a écrit. 2-3 jours plus tard, elle a reçu une réponse. C'est là qu'elle va apprendre la même chose que ce qui s'est passé sur YouTube. En effet, Instagram va répondre à Amanda en lui disant que les photos ont été supprimées par sa propre adresse IP. Ça veut dire que ce n'est pas Instagram qui les a supprimées, c'est elle-même, chez elle. Enfin, quelqu'un chez elle qui les a supprimés. C'est vraiment, vraiment glauque. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que là, on parle d'adresse IP. Ça veut dire que quelqu'un, depuis l'ordinateur de la meuf, Amanda, a supprimé les photos. C'est à ce moment-là que Amanda a commencé à se poser de sérieuses questions. Un jour, Amanda est allée à la douche, comme d'habitude. Lily était chez elle. Mais quand elle est revenue, Lily avait son téléphone dans les mains et était sur son Instagram. Là, ça devient un peu bizarre, parce que Amanda n'a jamais donné son mot de passe à Lily. Alors comment elle peut être sur son Instagram? C'est quoi ce bordel? Attendez, Amanda lui avait jamais donné son mot de passe. Lily lui a menti en lui disant qu'elle lui faisait gagner des abonnés. Puis, elle a inventé une excuse pour partir. C'est là que Amanda a réalisé qu'à chaque fois que ses photos se faisaient supprimer, c'était quand Lily était là. Bordel. Elle a alors décidé de bloquer Lily et de déménager. À ce moment-là, elle ne voulait pas faire d'histoire. Elle était de ne rien dire à personne et juste de partir dans son coin tranquille. Cependant, et étrangement, c'est Lily qui va avouer tout ce qu'elle a fait quelques temps plus tard. Elle a dit partout que si elle l'avait fait, c'était parce qu'elle était une latina et qu'elle était impulsive. Cette phrase a fait le buzz, tellement elle a utilisé cette excuse. Real Latina at least. Okay, Latina. I'm Latina. Excuse qui n'a d'ailleurs aucun sens, c'est bon. La situation a ensuite empiré. Un matin, Amanda a reçu beaucoup de messages, des tweets et des commentaires du genre « Pourquoi tu as fait ça à Lily? Comment tu as pu supprimer ces photos? Comment tu as pu faire ça à ta meilleure pote ?» En effet, Lily, complètement folle dans sa tête, elle a supprimé ses propres photos en faisant croire que Amanda s'était vengée. C'est quoi comme genre de meuf? En réponse à tout ce drama qui se mettait en place avec Lily qui était en mode « alors qu'elle a absolument rien fait Amanda, elle est restée calme. Elle a répondu avec une vidéo de 15 minutes. You may have seen it, I'm dealing with this girl who was supposed to be my best friend and turns out she wasn't and she was trying to ruin my career, but yeah. Sur cette vidéo, elle affiche Lily et raconte tout ce qui s'est passé. Elle a publié une photo d'elle et Lily en floutant le visage de Lily avec un lien de la vidéo. À ce moment-là, Amanda a montré tous les screens, toutes les conversations. On a appris tout ce qui se cachait derrière cette affaire étrange. C'était les screens des excuses de Lily par message. Lily lui a même proposé de partir en Italie ensemble pour qu'elle se réconcilie, mais Amanda a refusé. Quand Lily a vu qu'Amanda ne répondait plus, elle a appelé la police pour que la police vienne chez elle afin qu'elle supprime la publication. They sent 2 cops up to my house to ask me to take down the post. I'm like, no, I'm not going to take down my post. That's me just revealing the truth of the situation. D'autres youtubeurs ont fait des vidéos pour témoigner que Lily était bizarre. I went up to Lele and I was like, oh, happy birthday. Do you want to come to Cheesecake Factory with us? She looks at me and she's like, well, you're the famous one, so you decide. What does that even mean? When I had more followers than her on Vine, she did not know how to compute that in her brain. Elle avait des comportements étranges. Beaucoup de gens ont fait des recherches dans ses anciennes publications. Tout tournait autour de la jalousie. Donc on comprend à ce moment-là que Lily était vraiment une grosse jalouse de malade. Lily a aussi fait croire qu'elle allait donner ses cheveux pour la lutte contre le cancer. Elle a même pris une photo, mais elle ne l'a jamais fait. Et les cheveux sur la photo étaient des extensions. Elle a donné comme excuse qu'elle avait bien coupé ses cheveux, mais qu'elle ne pouvait pas les envoyer parce qu'ils étaient colorés, ce qui est interdit. Finalement, le plus surprenant dans tout ça, c'est que Lily a toujours beaucoup d'abonnés. Elle a toujours une putain de base d'abonnés solide après tout ce qu'elle a fait. Et Amanda, on a perdu beaucoup.
Lily a fait en sorte que tous ses abonnés ne la suivent plus. Un scandale a eu lieu peu de temps après. Lily apparaît dans une vidéo officielle de YouTube qui donne des conseils à ceux qui commencent. C'est là que les gens se disent mais what the fuck, la meuf donne des conseils aux gens qui commencent alors qu'elle-même a trahi sa meilleure pote et a supprimé ses photos et a supprimé ses vidéos YouTube. Bref, ça n'a aucun sens, vous me comprendrez. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur la vidéo et elle a été supprimée. Aujourd'hui, bien sûr, Amanda a complètement tourné la page et elle est passée à autre chose. D'ailleurs, elle a plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, ce qui est bien. Mais on s'y approche bientôt avec la team de l'horreur, le Cookie Gang, les gars. Pardon, j'adore vous appeler comme ça. Cette fille youtubeuse n'est pas ce que vous croyez. On va parler d'une affaire qui fait vraiment polémique en ce moment. Celle d'une youtubeuse poupée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et t'inquiète pas, je sais, là t'es curieux, t'as envie de savoir pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, croyez-moi, ce qui se cache derrière son histoire est vraiment très sombre. Vénus Angélique s'est lancée sur YouTube en 2010. Elle est née en Suisse et a commencé YouTube à 13 ans, en anglais. Et d'ailleurs, dès qu'elle s'est lancée, elle avait un look tout de suite assez particulier. Elle était très pâle, avec de grands yeux bleus, et s'habillait comme une poupée de porcelaine. Elle a percé en 2012 grâce à une vidéo qui s'appelait « Comment devenir une poupée », genre littéralement. Et oui, tu vas voir que tout au long de l'enquête, ce qu'on va voir va devenir de plus en plus glauque. Alors accroche-toi bien. J'espère que là t'es tranquillou, que personne va venir te déranger durant cette enquête, on est d'accord hein. Cette vidéo a fait 16 millions de vues et son nombre d'abonnés a explosé. Elle a été invitée dans des interviews, sur des plateaux télé, dans une émission qui s'appelle Mon étrange addiction. Dès que la jeune fille a pris en popularité, sa maman, Margaret, a commencé à s'occuper de la carrière de sa fille. Vénus était la source de revenus principale de la famille. Donc Vénus, c'est la meuf, justement, hein, si jamais. Après quelques temps, ça a commencé à mal tourner. Vénus était la première à partager ce genre de contenu en anglais. Mais d'autres filles ont commencé à faire le même genre de contenu qu'elle. En parallèle, on a par exemple l'histoire de Kimono Time. Elle avait 19 ans et elle a raconté sur son blog la mauvaise expérience qu'elle a eue avec Vénus et sa mère. D'abord, l'autre youtubeuse avait commenté ceci. « Salut, j'adore ta chaîne, tu peux venir voir mes vidéos de danse, s'il te plaît ?» En soi, c'est un message gentil et poli, rien de méchant, on est d'accord. Mais quand elle est retournée voir plus tard, Vénus l'avait bloquée. Ça va, c'est pas grave, elle a peut-être mal pris ou elle a peut-être pensé qu'elle faisait de la pub, pourquoi pas. Quelques semaines plus tard, cette autre youtubeuse, Kimono Time, a donc vu Vénus à une convention. Elle s'est approchée pour faire une photo avec Vénus, mais elle a eu un accueil horrible de Vénus et sa mère. Elles ont été hautaines, l'ont regardé de haut et de bas avant de lui dire non. Puis, elles se sont éloignées en parlant une langue que Kimono ne connaissait pas. Bien sûr, elle en a parlé sur son blog. Mais c'est le lendemain que la mère de Vénus va commenter sur le blog de l'autre petit abonné qui a demandé une photo. Et regardez ce que la mère va dire le lendemain. Margaret a commenté son article. Elle lui disait qu'elle ferait bien de trouver un emploi au lieu de s'amuser sur internet. Qu'elle copiait Vénus, qu'elle n'avait aucune personnalité, aucune créativité, qu'elle devait grandir au lieu de spammer les gens de commentaires. Vénus a réagi sur les réseaux en disant seulement que Kimono la copiait et que ça la saoulait. Mais ça, c'est plutôt chill. En gros, Vénus a un peu pété un câble, elle est en mode meuf, arrête de me copier, ça me casse les couilles, et on l'a compris, elle s'est énervée. Mais c'est pas très grave, ça peut arriver. Seulement, il y a eu aussi les retours de cette autre fille, Xiao Rishu. La prononciation est pas ouf, mais t'as capté. À la base, Xiao a fait une gentille vidéo où elle défendait gentiment Vénus sur YouTube, parce que Vénus a été la cible de haine. Vénus l'a alors remerciée sur Twitter, mais la vidéo a été signalée et supprimée. Elle a appris quelques temps plus tard que la vidéo avait été signalée par Vénus. What the fuck? Donc de base, la meuf la remercie pour faire une vidéo qui la défend, et ensuite sa propre vidéo se fait supprimer par Vénus, alors qu'à la base, la meuf la défendait. Ça n'a aucun sens, vous allez me dire. Vénus et Xiao devaient se voir en vrai, mais 2 jours avant la rencontre, elle s'est rendue compte que Vénus l'avait bloquée. Xiao est tombée par hasard sur le blog de Kimono et lui explique qu'elle aussi a eu un souci avec Vénus. C'est là que ça commence à partir un peu en couille, parce qu'on a déjà 2 personnes qui ont eu une expérience un peu relou et vraiment chiante avec Vénus, on est d'accord? Surtout que le lendemain de cette petite affaire, Xiao va se faire insulter de partout sur les réseaux. Cependant, on s'est rendu compte d'un truc un peu étrange. Elle se faisait insulter par des comptes qui avaient genre 0 abonnés et 0 abonnement. Comme si c'était des comptes fake. Comme si Vénus avait commandé plein de comptes fake pour aller commenter Xiao et l'insulter. Pourquoi est-ce que Vénus ferait ça? Pourquoi est-ce que la meuf semble vouloir toujours rejeter toutes les personnes qui s'approchent d'elle? Ça n'a aucun sens. Plus tard, des comptes étranges vont même jusqu'à faire fuiter des informations personnelles de Xiao, genre son numéro de téléphone, son adresse, son entourage, etc. Margaret et Vénus ont accusé Xiao de harcèlement. Vénus a même contacté d'autres youtubeuses. À ce moment-là, ça devient assez controversé sur internet alors, parce que beaucoup de personnes vont accuser justement la mère de Vénus, Margaret, d'avoir créé des faux comptes pour aller insulter et spammer Xiao.
frérot. Déjà, pourquoi est-ce que la meuf fait ça? Mais bref, on s'en fout, ça commence à devenir vraiment choquant. Tout le monde a commencé à dire que Margaret avait créé des faux comptes. Vénus était trop jeune pour le faire, elle avait 14 ans. En plus de ça, Vénus et sa mère ont été accusés de harcèlement sur toutes les youtubeuses qui faisaient le même contenu que Vénus. Mais les événements ne s'arrêtent pas là! Non! Ça serait trop rigolo sinon! L'affaire s'intensifie encore. Parce qu'en plus de ça, vient s'ajouter une nouvelle meuf dans l'affaire, Anastasia. Et vous allez voir que son rôle va être vraiment déterminant pour la suite. Je sais pas qu'est-ce que je fais avec mon doigt là, je suis comme un prof, tu vois. L'exercice 12 de la... Pardon, j'arrête, c'est pas drôle. Cette Anastasia connaissait bien Vénus. Elles avaient déjà fait des vidéos ensemble. Mais elle aussi a été bloquée du jour au lendemain par Vénus. Et Margaret, la mère, a mis sur Facebook qu'Anastasia harcelait sa fille. C'était étrange, mais le drama est vite redescendu. Le temps s'écoule encore jusqu'à ce qu'on arrive en 2019. Vénus est enfin majeure. À ce moment-là, elle a 19 ans. Elle habite avec sa mère en Corée du Sud. Elle est en couple avec un japonais qui s'appelle Manaki. Ils ont une relation à distance. Vénus fait de plus en plus de vidéos avec lui, mais au bout d'un moment, il se passe quelque chose d'étrange avec ce mec. Le gars disparaît du jour au lendemain. Et là, toute l'affaire prend un nouveau tournant. Je sais pas pourquoi je parle avec des vides entre mes phrases, c'est très pénible. Les gens ont commencé à se poser des questions. Margaret et Vénus ont répondu. Elles ont dit beaucoup de méchanceté sur le garçon, qu'il était alcoolique, violent, pauvre, etc. Margaret, la mère, a même dit qu'il était pédophile. C'est très grave comme accusation. Vénus a ensuite affirmé qu'elle était plus en couple avec lui. Et Margaret a fait un long post sur Facebook pour pourrir le garçon. Jusque là, tu vas me dire, bon, c'est peut-être une querelle entre couples. Rien de très grave. Hein? Sauf que non, pas du tout. Parce que quelques semaines plus tard, Vénus a publié une vidéo dans laquelle elle dit qu'elle a menti. Elle explique qu'elle est toujours en couple avec Manaki, mais elle se cachait pour éviter les dramas. Elle a annoncé son mariage et ils se sont mariés quelques jours plus tard. Le mariage n'a pas été officialisé parce qu'il manquait des documents. Donc on a d'un côté la mère de Vénus qui prétend que le garçon est un méchant connard, qu'il est pas gentil, qu'il est pédophile, et d'un autre côté on a Vénus qui est en mode non mais vous inquiétez pas, je suis encore en couple avec lui, mais on va se marier, on s'est marié, c'est vraiment bizarre. Et t'inquiète pas, il y aura une fin à tout ça. Une fin d'ailleurs vraiment violente. Apparemment, Manaki et Vénus sont encore ensemble. Il lui a fait la surprise de venir la voir et elle a posté une photo sur les réseaux. Mais la photo est vite supprimée. Vénus explique alors en vidéo qu'elle veut poster des vidéos avec son mec, mais que sa mère lui interdit. Margaret lui disait que Manaki lui lave le cerveau. Mais Vénus est sûre que c'est faux. C'est là que les abonnés réalisent alors que Margaret, la mère, a accès à tous les réseaux de la fille Vénus. Les abonnés ont ensuite compris que tous les méchants commentaires et toutes les insultes avaient été postés par la mère. Margaret. Quelques jours plus tard, Margaret a fait une campagne sur Instagram. Elle dit que Vénus a été enlevée par son copain, qu'elle voulait récupérer sa fille, que Manaki était un psychopathe dangereux et qu'il avait déjà essayé de poignarder Vénus. Elle est allée plus loin pour qu'il rompe. Elle a pris une photo. Elle a dit que c'était Vénus alors qu'on ne voit même pas son visage, qui dormait dans les bras d'un autre homme. Elle l'a publié sous le nom de Vénus sur Instagram et a annoncé à Manaki qu'elle le trompait. Donc là, imaginez bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a littéralement la daronne qui pète un câble sa mère en faisant genre que Vénus trompe son copain, en faisant genre que son copain est un gros psychopathe, bref, elle devient complètement folle la daronne. Quelques jours plus tard, sa daronne, Margaret, annonce sur les réseaux que Vénus a demandé un visa à quitter la Corée du Sud. Elle ne sait pas où est sa fille, elle a demandé aux gens d'arrêter de la harceler, d'arrêter de mettre des commentaires haineux sur elle parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Sauf que là, elle atteindra un stade de non-retour. Lorsqu'elle remarque que Vénus ne répondra plus aux appels de la mère, sa mère va se mettre à attaquer sa propre fille. Elle a commencé à attaquer sa fille. Elle a dit que sa fille était un monstre, qu'elle l'a volée et humiliée. Elle l'a accusée d'avoir tué son hamster quand elle était plus jeune, qu'elle a des troubles alimentaires, qu'elle avait cassé la patte du chien, etc. Elle a renié sa fille. Mais bien sûr, Vénus ne va pas se laisser faire. Elle va littéralement créer une vidéo où elle va avouer toute la vérité. Apparemment, sa mère lui aurait forcé à devenir une poupée. Quelle horreur. Elle lui aurait jamais laissé le choix. Sa mère a apparemment utilisé son image pour se faire de l'argent. Et évidemment, c'était sa mère qui bloquait toutes les autres filles, qu'elle menaçait les autres filles. Si Vénus ne faisait pas ce qu'elle voulait, elle menaçait de se suicider. En 2019, Vénus a complètement changé de look et de contenu. Elle a donc commencé à faire des vidéos interdites aux moins de 18 ans. En mai 2020, Vénus annonce qu'elle a créé un compte OnlyFans et qu'elle est apparemment épanouie. Le drama a repris en janvier 2021. Vénus a expliqué que sa mère lui a demandé la somme de $100 000. Sinon, elle dévoilerait des dossiers qui pourraient briser sa carrière. Dans la même semaine, sa mère, Margaret, a posté une photo de Vénus en petite tenue en lui souhaitant un joyeux anniversaire. Expliquez-moi juste une seconde, quelle mère fait ça? On parle littéralement de sa mère qui affiche sa fille sur les réseaux. C'est quoi ce bordel? Quelques jours plus tard, Margaret fait un post sur les réseaux. Elle dit que Vénus était pour la pédophilie, qu'elle ne lui a jamais demandé d'argent. Elle a aussi annoncé un truc beaucoup plus vénère, que Manaki, son mec, était mort, et que c'était elle qui l'avait tué.
Comment ça? What the fuck, meuf? Les fans ont donc voulu aller vérifier, et là, ils ont découvert un truc plutôt bizarre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. En effet, ils ont découvert que les comptes de Manaki avaient été supprimés. Tu t'en doutes bien sûr, mais aujourd'hui, on se pose énormément de questions sur cette affaire. D'abord, est-ce que le mec est réellement mort? Et si c'est le cas, c'est hyper choquant, hein. Est-ce que finalement la mère a raison depuis le début ou est-ce qu'elle a tort? Qu'est-ce que toi tu en penses? Et personnellement, j'ai une petite théorie à ce sujet, mais elle est un petit peu farfelue. À mon avis, je pense que tout ça n'est qu'un immense coup marketing. Que le mec n'est jamais mort et que ses réseaux ne sont pas vraiment supprimés. Peut-être que la mère même fait exprès pour créer du buzz autour de sa fille. Mais ça reste à savoir, parce que soit la mère est devenue complètement folle, soit en effet, elle fait un coup de marketing de génie. Qui est d'ailleurs plutôt violent, hein. Mais réfléchissez quand même une seconde. Si la mère poste une photo en petite tenue de sa fille, ça veut dire qu'il y a énormément de monde qui va ensuite aller sur son OnlyFans de la fille. Et comme par hasard, la mère poste ça quelques jours après l'annonce de son OnlyFans. Comme si c'était pour que les gens aillent en voir plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre donc, et surtout que ça me paraît vraiment chelou que sa propre mère veut dévoiler genre des nudes de sa fille. Genre c'est hyper violent, on est d'accord. Alors si c'est un coup marketing par contre, ça ferait vite fait du sens. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je trouve cette affaire relativement intéressante, et bien sûr dès que j'ai des nouveautés à ce sujet, t'inquiète pas, je t'en informe tout de suite. Cette influenceuse de 10 millions d'abonnés est en danger. Dans certaines de ses vidéos, elle montre des signes étranges. Parfois, elle pleure, ou encore parfois, elle fait des gestes discrets d'appel à l'aide. Bordel. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe avec elle? Pourquoi est-ce qu'elle est actuellement en danger? Eh bien, mesdames et messieurs, vous allez tout comprendre, et c'est bien plus étrange que ce que vous croyez. Et je suis sûr que vous connaissez les deux protagonistes de cette affaire, qui sont Ariana Grande et l'influenceuse Paige Niemann. Ouais, on peut dire qu'elles se ressemblent. Et c'est là toute l'intrigue de cette affaire. Mais t'inquiète pas, on va pousser l'enquête bien plus loin. Voici donc l'histoire de Paige Niemann. Et comment elle s'est terminée. Je sais pas par contre si on prononce Paige Niemann ou Paige Niemann ou... T'as capté, hein. Spoil, tu vas adorer la fin. Parce que déjà, ça va concerner une star internationale, Ariana Grande, que tout le monde connaît, et une autre influenceuse d'également 10 millions d'abonnés. Et mon gars, ce qui va se passer entre eux, c'est digne d'un film, mais pas un petit film, c'est le truc hollywoodien de fou malade avec des complots, ça va être incroyable, c'est bon? Ariana Grande est une chanteuse et actrice. Elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans Victorious. Elle jouait Kat, un personnage un peu bête et naïf. Ariana a dit dans beaucoup d'interviews qu'elle ne s'identifiait pas à ce personnage. Elle aimerait laisser ça derrière elle. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi elle veut pas être identifiée à ça, si c'est à cause du producteur qui apparemment était un peu bizarre, un peu tu vois, t'as capté? Ou alors si c'était juste à cause du personnage qu'elle jouait. En effet, son producteur, Dan Schneider, était vraiment étranger. Et il y a beaucoup d'histoires pas très nettes qui le concernent. Mais ça, on en parlera une fois dans un autre épisode. C'est là qu'arrive, de nulle part, l'influenceuse Paige Niemann. C'est une TikTokeuse qui a plus de 10 millions d'abonnés. Et surtout, c'est la sosie d'Ariana Grande. Et c'est à partir de là que va commencer le drame. J'espère que t'es bien là. Là, t'es tranquille? C'est bon? T'es prêt à écouter? C'est parti. Paige a d'abord commencé par imiter Kat, le personnage d'Ariana Grande dans la série Victorious. Elle a commencé à faire beaucoup de vidéos où elle reprenait les répliques de la série en se déguisant en Kat avec une perruque rouge. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont cru que c'était vraiment Ariana Grande. Surtout quand ces mêmes vidéos-là ont commencé à tourner sur Twitter. Les gens associaient directement cette personne-là avec Ariana Grande. Ils se posaient même pas la question de savoir si c'était pas un sosie de elle. Paige n'était même pas identifiée sur les vidéos. Et la série manquait à beaucoup de fans. Mais déjà là, on arrive à un premier petit problème un petit peu succulent, un petit peu intéressant quoi. Ariana ne voulait plus du tout entendre parler de la série. Alors, toutes ces vidéos qui tournaient autour de Paige, qui imitaient Ariana quand elle était dans la série, ça commençait à lui casser les ovaires, tu vois ce que je veux dire? Ariana a donc commencé à faire un tweet, je sais pas comment on dit, c'est bon? Dans lequel elle disait que ce genre de vidéo la dérangeait, sans parler de Paige en particulier bien sûr. Mais Paige, elle s'en foutait. Elle continuait à gagner ses abonnés et à faire énormément de vues, plus qu'elle n'a jamais réalisé dans sa vie. D'ailleurs, Paige a même commencé à faire des interviews, dont une où elle affirme avoir reçu des messages d'Ariana Grande. I was so shocked that she noticed me. She's really nice and I kind of thought it was cool she noticed me. She said I'm flattered. She just wanted to let me know that I'm beautiful in my own way and I said thank you.
C'est à ce moment-là qu'on entre dans une première controverse qui est un petit peu bizarre. Paige affirme qu'Ariana lui a envoyé un DM pour lui dire qu'elle la félicitait de ses vidéos. Seulement, on n'a jamais retrouvé ce message-là. Est-ce que Paige a menti? Ou est-ce que Ariana a vraiment envoyé un message à Paige pour la féliciter? Je suis pas sûr. Et vous allez voir par la suite si ça se confirme ou non. D'ailleurs, petite info que j'ai oublié de dire au début, cette enquête est basée sur l'enquête réelle de Sal Giovanna. Je pose ça là. On reprend. Beaucoup de fans lui ont demandé une preuve de ses messages, mais Paige ne les a jamais montrés. Sa popularité a continué d'augmenter. Elle a été contactée par des interviews et des podcasts sur YouTube et à la télévision, mais elle a changé de contenu. Cette fois, elle jouait le personnage de Kat, avec le look d'Ariana Grande. You look just like her. Yo, what? Oh my god, that's perfect, that's perfect. Yeah, do that. I don't laugh like that. Puppy's wearing sunglasses. En gros, Paige imitait entièrement Ariana Grande, de A à Z. C'était Ariana Grande, avec ce caractère bête et naïf, et les gens commençaient à associer ce personnage à Ariana. Tout ce qu'Ariana ne voulait pas d'ailleurs. On est même arrivé à un moment où tout ce que Paige faisait, que ça soit sur Instagram, sur TikTok, sur tous les réseaux, c'était exactement ce qu'Ariana Grande faisait. Ariana a donc de nouveau posté un tweet où elle dit que ça la dérange beaucoup d'être associée au personnage de Kat. Mais encore une fois, elle ne va pas attaquer directement Paige, elle dit juste ça de manière générale. C'est bien sûr là, tu t'en doutes, qu'une petite guerre va éclater entre les immenses fans d'Ariana Grande et les fans de Paige qui sont en mode « Non mais elle veut pas faire du mal, mais c'est pas pour ça qu'elle imite, mais waouh !» Ça devient un petit peu étrange, mais pour le moment, c'est qu'une affaire de basse gamme. On s'en fout, hein. Et a priori, personne, aucun des deux individus, a l'air d'être en danger. Vous allez voir que ça va vraiment changer par la suite. Le drama est monté d'un niveau peu de temps après. Gabrielle, la sœur de Paige, a décidé de protester sur Facebook en novembre 2020. Elle poste un message où elle dénonce les traitements abusifs de leur mère sur Paige. Là, ça devient un peu étrange, car on apprend que la mère de Paige force Paige à faire des vidéos pour imiter Ariana Grande. En gros, elle force Paige à ramener de l'argent. Ça devient un petit peu étrange, hein. On apprend aussi à ce moment-là que Paige, avec ses 10 millions d'abonnés, a 15 ans. Bonjour! Moi j'ai 20 ans les gars, j'ai 20 ans, je suis content, 2 millions, on est là. 15 ans, elle a 10 millions d'abonnés, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les gens se demandent alors, mais est-ce que Paige fait ça parce qu'elle aime le faire, ou est-ce qu'elle est obligée de le faire? Une personne va donc envoyer un message privé à Gabrielle, la sœur de Paige, pour avoir plus d'informations. Et contre toute attente, Gabrielle a répondu. Elle a dit, je cite, que sa sœur était une fille adorable, mais que sa mère lui a bourré le crâne. Sa mère lui aurait dit que le seul moyen d'être heureuse, c'était d'être célèbre, que si elle ne pouvait rien faire devant une caméra, elle ne valait rien et ne ferait rien de sa vie. C'est là qu'a débuté une enquête vraiment sombre. Les fans ont commencé à fouiller 2 ou 3 ans ou 4 ans plus tôt, afin de voir à quoi Paige ressemblait. Et ils ont vite remarqué que quand Paige n'était pas maquillée, elle ne ressemblait pas du tout à Ariana Grande. Des rumeurs ont alors commencé à courir comme quoi sa mère l'aurait forcée à faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à Ariana Grande. Cependant, après une première enquête, il s'est avéré que c'était faux. Tout était uniquement du maquillage, mais un maquillage très poussé. Bref, le temps passe, les abonnés continuent à fouiller pour essayer de comprendre pourquoi Paige n'arrête pas d'imiter Ariana Grande, et surtout, est-ce que elle est séquestrée? Qu'est-ce qui se passe avec sa mère? Pourquoi est-ce que plus tard, Paige va indiquer qu'elle est en danger? Vous allez tout comprendre. Les abonnés ont donc continué de fouiller. Et Gabrielle, la sœur de Paige, a encore parlé. Elle explique que Paige aurait apparemment déménagé chez son père. Mais sa mère allait la rejoindre quelques semaines plus tard pour qu'elle devienne mannequin ou autre chose qu'elle voulait. Sa mère l'aurait retirée de l'école alors qu'elle n'a aucun diplôme. Elle voulait que sa fille se concentre sur les réseaux sociaux. Gabrielle se présente un petit peu comme la sœur protectrice qui essaye d'aider Paige, tu t'as compris. Mais tout ça cache quelque chose de bien plus sombre. Durant tout ce temps, Paige a continué à jouer Kat avec le physique d'Ariana Grande. C'est là que le drama va prendre une toute autre ampleur, lorsqu'Ariana va poster une vidéo dans laquelle elle montre ceci. Ariana a posté une vidéo d'un homme qui dit que sortir les personnes du contexte de la série, c'est bizarre. Elle a commenté que les personnes qui faisaient ça se dégradaient. Mais encore une fois, elle ne va pas citer Paige. C'est après cette vidéo-là que Paige va faire un truc qui, cette fois-ci, marque un tournant dans ce drama. Elle va unfollow Ariana. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment, cette fois-ci, une sorte de truc qui va pas entre ces deux personnes. Il y a pas de feeling, il y a un problème.
Elle a dit qu'elle avait l'habitude qu'Ariana lui lance des pics. Apparemment, elle ne se considère plus comme une fan d'Ariana. Elle divertit juste les gens, et ce n'est pas ce qu'elle est dans la vraie vie. Et bien sûr, elle a continué à faire des vidéos où elle imite Ariana Grande, parce que ses fans la suivent pour ça. Selon Paige, ils ne sont pas en guerre, et tout va bien entre Paige et Ariana Grande. Sauf que d'autres éléments laissent présager une face bien obscure à tout ça. En mai 2021, une rumeur est sortie, disant que Paige était en danger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette enquête. Accrochez-vous bien, parce que là, ça va prendre une toute autre ampleur. À partir de mai 2021, Paige va faire des choses vraiment bizarres sur ses TikTok. Sur certaines vidéos, on a l'impression qu'elle est en train de pleurer, ou qu'elle vient de pleurer. Sur un autre TikTok, on la voit faire des gestes. Gestes qui signifient tout simplement « help », à l'aide. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi une TikTokeuse de 10 millions d'abonnés fait du jour au lendemain des gestes pour dire à l'aide, a l'impression de pleurer, c'est vraiment bizarre. Une fois, ses fans vont même lui demander de s'habiller dans une couleur précise dans la prochaine vidéo pour montrer qu'elle est en danger. Et qu'est-ce que Paige va faire? Elle va s'habiller dans cette même couleur dans la prochaine vidéo pour montrer qu'elle est en effet en danger. Énormément de gens se posent alors la question, pourquoi est-ce que Paige est en danger? Est-ce que c'est à cause de sa mère, ou est-ce qu'elle essaie de faire comprendre aux gens que sa mère est une mauvaise personne, ou alors est-ce que c'est à cause d'Ariana Grande? Et est-ce que c'est pour ça qu'Ariana depuis le début n'a jamais cité le nom de Paige? C'est vraiment bizarre. Et je suppose que vous voulez savoir ma petite théorie à moi, hein? D'après moi, qu'on soit déjà bien clair, si Paige continue à faire des vidéos en imitant Ariana Grande, je pense que ça reste quand même une des raisons principales pour les vues. Maintenant, est-ce que c'est sa mère qui la force? Ça, on n'en sait rien. Cependant, elle a quand même 15 ou 16 ans, donc elle peut potentiellement être intéressée par l'argent. Pour moi, c'est peut-être un mixte des deux. Sa mère doit certainement pas être du tout une mère exemplaire, mais je ne pense pas que Paige est non plus l'énorme victime de l'histoire, comme on pourrait le croire. Donc dites-moi sincèrement en commentaire ce que vous en pensez, parce que je suis extrêmement curieux d'avoir vos avis là-dessus. Cette youtubeuse a manipulé un mineur rien que pour elle. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Comment cette affaire s'est terminée? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle l'a manipulé? On a tous des idoles avec lesquelles on aimerait être proche, avec lesquelles on aimerait devenir pote finalement. Et l'histoire d'aujourd'hui concerne bien un abonné qui est devenu très proche d'une de ses idoles féminines. Mais comme tu t'en doutes, pas tout ne s'est passé comme prévu. Et ça a vraiment mal tourné. Il y aura du piquant, du drama, de l'implication de la police, bref, tout ce qu'on adore dans cette série. Et évidemment, comme à chaque fois dans ces épisodes, tout ce que vous allez entendre est basé sur des faits réels. Colleen est une youtubeuse touche à tout. Elle chante, elle écrit. Sur sa chaîne, elle fait essentiellement des vlogs où elle montrait son enfant et son mari. C'est une youtubeuse connue aux États-Unis. Elle a même 8 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, elle a également une deuxième chaîne YouTube de 10 millions d'abonnés. C'est bon? Sur celle-ci, elle y joue un personnage qui s'appelle Miranda, qui a un humour très particulier. Certaines rumeurs ont couru, comme quoi elle aurait maltraité ses animaux pendant ses tournages. Mais il n'y a jamais eu de preuves, et ça c'était qu'un petit faux drama pas intéressant. En revanche, ce qui va se passer entre elle et un mineur est beaucoup plus sérieux. Et est également beaucoup plus dangereux, sachant qu'à tout moment, ça peut arriver. Voilà, je pose ça là. Le personnage qu'elle joue, Miranda, a même eu une série Netflix, Haters Back Off, qui a eu de très mauvaises critiques d'ailleurs. Elle a été annulée au bout de 2 saisons. Il y a eu un drama sur le plateau de cette série. Miranda a divorcé avec son mari parce qu'elle est tombée amoureuse du personnage qui jouait l'amoureux de Miranda dans la série. D'ailleurs, son mari, qui est youtubeur lui aussi, sous le nom de Joshua DTV, l'a très mal vécu. Donc, je vous explique un peu le personnage. On a une meuf, à la base youtubeuse, qui se fait contacter par Netflix pour faire une série, what the fuck, dans laquelle elle incarne un personnage qui s'appelle Miranda. Dans cette série-là, son personnage est censé tomber amoureuse d'un autre mec dans la série. Sauf que elle, dans la vraie vie, va aussi tomber amoureuse de ce mec. Et du coup, elle va quitter son mec principal. Déjà, tu vois un peu le caractère de la meuf, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, c'est bon? Ce qui se fait au travail doit rester au travail. Notre chère youtubeuse Colleen a donc commencé en 2008. Elle est très proche de ses abonnés. Elle fait beaucoup de lives où elle répond aux questions. Elle répond à tout le monde sur Twitter. Et c'est là que va entrer en jeu un personnage qui va nous être très utile pour la suite. Le personnage d'Adam McIntyre.
je sais pas trop comment tu prononces son nom de famille, mais en gros on va l'appeler Adam. En gros, c'était un peu le giga méga ultra fan de Colin. Genre il la suit partout sur tout ce qu'elle fait, c'est the fan parfait quoi. Il est même allé à des concerts et à des meetings pour la voir. Adam tient le plus gros compte de fans de Colin sur Twitter. Et il met du contenu tous les jours sur Twitter et Instagram, Facebook. À cette époque-là, il avait même beaucoup d'abonnés sur ses comptes fans. Mais tout commence un soir, pendant un live de Colin. Il se fait remarquer, car la youtubeuse rigole à une de ses blagues dans le chat. Ils ont ensuite parlé durant le live. Elle lui a dit qu'elle lui enverrait des sous-vêtements à elle. Do you want the bra, Adam? Do you want the bra and panties? Tweet right now. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Adam a 13 ans et elle a 31 ans. Donc là, je pense que t'as compris, ça commence tout de suite. Mais vraiment direct à partir en couille. La meuf a 31 ans et en plein live, elle lui dit « Ah t'inquiète, je t'enverrai des sous-vêtements à moi. » Pardon ? Comment ça ? Alors je sais pas si à ce moment-là elle était au courant, mais certainement qu'à ce moment-là elle savait pas que le mec avait 13 ans. Ou peut-être que si, j'en sais rien. Et vous allez voir. Quelques semaines plus tard, Adam va dans un nouveau meeting avec ses parents. Quand il s'est présenté à Colin, elle lui a dit avec un grand sourire « Désolé Adam, je n'ai pas de sous-vêtements pour toi aujourd'hui. » What the fuck ? Sachant que ses parents étaient genre juste à côté. Pourquoi c'est quoi la bordel s'il vous plaît? Les parents du garçon étaient juste à côté. Il a bien sûr dû s'expliquer avec ses parents, ils l'ont engueulé et ont confisqué les sous-vêtements que Colin lui avait envoyés. Et l'affaire s'arrête ici, tout est bien qui finit bien. Pas du tout! Non, si seulement ça pouvait s'arrêter là. Cette affaire d'amour étrange entre Colin, 31 ans, et le petit mec de 13 ans va continuer bien plus loin. Colin et Adam ont continué à parler sur les réseaux sociaux. En 2017, Adam a dit sur les réseaux sociaux que Colin et lui étaient amis. Elle ne le considère pas comme un simple fan. Colin lui confiait des choses très intimes. Elle lui parlait beaucoup de son divorce et de son mal-être. Les parents de Adam se sont rendus compte qu'il passait beaucoup de temps sur le téléphone. Ils l'ont surveillé. Et les parents ont très rapidement découvert que, évidemment, Adam parlait beaucoup à Colin. C'est pour ça qu'il était souvent sur son téléphone. En revanche, et ça c'est un peu bizarre, ses parents lui ont rien confisqué et lui ont rien dit. Parce que les messages qu'ils ont vus, c'était des messages plutôt normaux, on va dire. C'était des conversations en mode « Salut, comment ça a été ta journée? Ouais, mon divorce, etc. » Bref, rien de vraiment suspect. Même si personnellement, je trouve que c'est déjà un petit peu suspect d'avoir 31 ans et de parler à un mec de 13 ans. Mais bon, mettons ça de côté, pourquoi pas, les parents ne disent rien, d'accord. Mais c'est au bout de quelques mois de discussion que Colin a commencé à dépasser les bornes. D'abord, elle a demandé à Adam des choses bizarres. Il devait vérifier sur les réseaux sociaux que les gens l'aimaient bien, surveiller ses fans. Pire, il devait surveiller les réseaux de son ex-mari, qu'il fouille les réseaux de ses anciennes copines de collègues, comme s'il travaillait gratuitement pour elle. Les gens lui ont dit de se méfier, mais Adam se sentait privilégié. À ce moment-là, on peut bien sûr se demander si Colin ne l'utilisait pas, gratuitement. En mode, salut, fais du travail de community management pour moi. En gros, gère mes fans pour moi. C'est un petit peu travailler gratuitement, mais ok. En 2020. Colin et Adam parlent toujours autant. Adam donne souvent des conseils à Colin pour ses réseaux. Il lui envoyait beaucoup d'idées pour le compte Twitter de Miranda. Colin lui a alors proposé de gérer le compte de Miranda à sa place. Elle le prenait à l'essai pendant 2 ou 3 semaines, et si tout allait bien, elle lui ferait un contrat de travail à temps partiel. Évidemment, il a accepté. Au départ, tout se passe bien. Mais un jour, Adam lui a proposé de faire une vidéo où Miranda sortirait d'un placard avec un drapeau LGBT, en disant qu'elle allait faire une annonce. Puis, elle posterait un tweet comme quoi elle était fan d'une certaine Meghan Trainor. Rien à voir avec les LGBT, mais c'était une sorte d'humour de Miranda. Bref, je sais, là t'as certainement rien compris, mais en fait on s'en fout de cette partie-là. La chose choquante qu'on doit retenir en fait à ce moment-là, c'est que Colin a approuvé qu'elle fasse genre qu'elle soit pour les LGBT, alors qu'elle en avait strictement rien à foutre. On est bien d'accord. Donc les gens ont tout de suite commencé un peu à la critiquer en mode « Ouais, est-ce que tu dis pas que t'es LGBT pour le buzz par hasard ?» Étrange. Mais quand la vidéo est sortie, les gens ont commencé à dire qu'elle voulait faire le buzz sur le dos des LGBT, alors que beaucoup de jeunes ont du mal à faire leur coming out, même s'ils connaissent son humour. La blague a mal tourné. Les gens se sont pris à elle au point qu'elle est passée top tweet en quelques minutes. Colin n'a absolument pas assumé, alors qu'elle avait validé la blague. Elle a appelé Adam à l'aide et lui a demandé de ne plus poster sans son autorisation. Mais elle l'avait donné, vu qu'elle avait validé la blague. Bien sûr, Adam l'a quand même rassuré, alors qu'on le rappelle qu'il avait 18 ans de moins qu'elle. Pourquoi c'est un mec de 13 ans qui rassure la meuf? Ça n'a aucun sens, frère. Colin a quand même mis fin à la blague sur Twitter. Les abonnés se sont encore plus énervés. Et ça ne s'est pas arrêté à Twitter. Le lendemain, des vidéos de haine contre Colin sont sorties sur YouTube. Beaucoup de personnes étaient énervées et voulaient qu'elle soit supprimée. Colin a donc paniqué et a répondu à Adam qui ne devait plus répondre à sa place. Donc je pense que tu vois tout de suite le personnage. En gros, la meuf, elle panique dans son coin et elle reproche tout à Adam, tu vois. Tac, tac,
tac, alors que c'est un mec de 13 ans qui a littéralement fait ce qu'elle a dit. Elle avait peur que les gens comprennent que ce n'était pas elle qui répondait. Elle était déjà assez dans les problèmes. Il y a eu une petite pause de message pendant quelques heures, puis elle a recontacté Adam, qui était très énervé parce que tout le monde disait qu'elle était homophobe, alors qu'elle n'aurait jamais fait ce genre de choses. On rappelle que cette blague l'avait fait rire, et qu'elle l'avait complètement validé. Plus tard, dans une vidéo postée par Adam, il explique qu'il est en pleurs, parce que Colin l'a encore engueulé. Sauf que cette fois-ci, elle a utilisé des insultes et des critiques vraiment violentes. Et c'est alors que le drama aurait pu tranquillement redescendre, qu'un autre élément vient perturber tout ce qui partait déjà en couille. Le meilleur pote de Colin vient s'en mêler. Et ça va pas s'arrêter là. Ce meilleur pote, il s'appelle Corey. Je sais pas pourquoi ils aiment bien les noms qui commencent par Co, ici, Colin, Corey, on s'en fout. Mais vous allez voir que ce qu'il va faire est un peu bizarre. Alors que le drama aurait pu redescendre tranquillement, le meilleur ami de Colin fait exploser l'histoire. Il a dit à Colin qu'il avait trouvé la solution au problème. Il a contacté tous les comptes fans de Colin en leur demandant ce qu'ils pensaient d'Adam. Il leur a dit que Colin le trouvait chiant et qu'il l'a harcelé. Ce qui était complètement faux. Beaucoup de personnes l'ont cru, mais d'autres ont fait des screens des conversations et ont envoyé ces screens à Adam. Je vous résume en gros la situation. On a Corey, le meilleur pote de Colin, qui vient s'en mêler avec un truc qui ne le regarde pas du tout. Et il va dire à tous les comptes fans de Colin que Adam harcèle Colin, alors que c'est l'inverse. Normalement, c'est Colin qui est en train d'harceler Adam. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Heureusement, Adam ne s'est pas laissé faire. Il envoie alors un message à Colin pour parler de ce qu'il se passe et a enregistré toutes les captures d'écran. Corey a vraiment dit n'importe quoi sur Adam. Colin lui a jamais répondu. Mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Colin ne répondra jamais à Adam ce jour-là. Mais attendez, c'est pas fini. Adam va finir par envoyer un dernier message et regardez ce qu'il envoie. Corey a dit à tout le monde que j'ai créé de faux comptes pour t'insulter. J'ai reçu beaucoup de screens, je suis très déçu que vous pensiez ça de moi. Mes parents m'ont prévenu et j'ai les screens d'absolument tout, que ce soit dans le passé, dans le présent. Tu as 33 ans, j'en ai 16. Les gens peuvent se poser des questions, tu veux vraiment jouer à ce jeu-là? Encore une fois, Colin n'a jamais répondu. Adam lui a laissé un mois pour s'expliquer. Il voulait au moins qu'elle s'excuse, mais elle ne l'a pas fait. Adam a fait une vidéo sur YouTube où il a expliqué toute l'affaire. Quelques semaines plus tard, Colin a fait une vidéo où elle explique qu'elle fait toujours des cadeaux bizarres à ses fans. Elle voulait sans doute trouver une excuse pour avoir envoyé ses sous-vêtements à un jeune homme de 13 ans. Depuis, l'affaire est légèrement redescendue. Alors messieurs dames, derrière ton écran là, dis-moi sincèrement qu'est-ce que tu penses de tout ça? On parle quand même d'une meuf youtubeuse de 31 ans qui a envoyé ses sous-vêtements à un mec de 13 ans. Personnellement, après ça reste ma théorie, je ne pense pas qu'elle a envoyé ça juste pour lui faire plaisir. À mon avis, il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière. Peut-être qu'elle a demandé d'autres photos ou des choses au mec de 13 ans. Actuellement, on n'en sait rien et le mec de 13 ans a certainement soit tout balancé à la police, soit tout gardé pour lui. Je préfère pas savoir, personnellement. Surtout qu'il faut savoir qu'actuellement, Colin n'a rien pris pour tout ça. Elle n'est pas en prison, elle a rien eu avec la police, elle a absolument rien pris. Alors qu'elle a littéralement envoyé ses sous-vêtements à un mec de 13 ans. C'est quoi ce bordel? Vraiment? Évidemment, si tu as kiffé l'affaire, tu oublies pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche et je te rappelle que je peux venir chez toi. Tout ce que tu as à faire, c'est commander n'importe quel vêtement de ma toute nouvelle collection de vêtements. Sur ce, c'était Noah, ce fut un plaisir, plein de bisous, plein de bonnes choses.